Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans l'émission Le Talk. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Rebsamen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Dijon, ancien ministre du Travail. Alors justement, dans une semaine, les maires se réunissent pour le congrès des maires de France. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce grand rendez-vous des élus? Les maires sont en colère. Je le dis assez simplement. Tous les maires, parce qu'ils sont aujourd'hui, ils se considèrent comme victimes de décisions qui s'imposeraient à eux et dont ils ne mesurent pas la nécessité. En 2012, François Hollande a décidé de demander un effort, et il a été très important, des collectivités locales. De 2012 à 2017, les collectivités locales, les communes notamment, ont fait, les villes, les maires, ont fait des efforts très importants, de l'ordre de 10 milliards d'euros d'efforts, tout l'ensemble des collectivités locales. Et donc, mais la situation de 2012 était particulière. Oui. Il y avait un déficit très fort, il fallait rentrer dans les clous de l'Europe, excusez-moi, il fallait rentrer dans les chemins que l'Europe nous proposait, et donc les collectivités ont fait cet effort. Or, aujourd'hui... On vous demande encore des efforts aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui ne va pas. On a fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, où la croissance est revenue, puisqu'elle va être de l'ordre de 1,8% à la fin de l'année, on n'est plus du tout dans une situation d'une croissance zéro. Et donc, nous demander encore des efforts supplémentaires, alors même que l'État lui-même ne s'impose pas ces efforts-là, voilà la raison de la grogne. Qu'est-ce que vous allez demander précisément? J'ajouterais qu'il y a, à mon avis, une recentralisation, tout le contraire de ce qui s'est fait depuis Gaston Defferre et Pierre Mauroy. Une décentralisation qui s'est produite pendant longtemps, et maintenant la recentralisation. Comment on demande aux maires, on va demander aux maires des communes les plus importantes d'aller présenter à un préfet son projet de budget pour qu'il ait une note sur son projet de budget. Vous voyez un peu, vous imaginez ça, vous voyez le maire qui va aller voir le préfet. Est-ce que c'est bien ce que je prépare? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Donc non, là ça ne va plus, et je crois que c'est par-delà le problème sur le logement social qui est aujourd'hui attaqué, par-delà la suppression des contrats aidés, par-delà les taxes supplémentaires qu'on va nous demander demain ou après-demain, eh bien, il y a cette forme de recentralisation qui n'est pas supportable. Qu'est-ce que vous allez demander justement à Emmanuel Macron? Est-ce que vous considérez qu'il malmène les élus? Non, moi j'essaie d'éviter les mots trop durs. Je considère qu'il ne peut pas y avoir de recentralisation, donc il n'est pas question que les maires aillent voir je ne sais qui pour qu'on porte jugement sur leur action. Deux, il n'est pas question que les communes fassent l'effort que l'État ne fait pas lui-même. Et puis quand il y a de la croissance, il faut que tout le monde en profite. Et quand on profite de la croissance, on investit. Donc s'il veut nous faire baisser l'investissement, finalement il va pénaliser les entreprises, pénaliser l'emploi, pénaliser les Français. Donc j'avoue que je ne comprends pas. Je vais vous dire les choses simplement. Vous avez soutenu Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles. J'ai soutenu au moment où il y avait lui qui était face à Madame Le Pen. Sinon, j'ai donné mon parrainage à Benoît Hamon, parce que je suis membre du Parti Socialiste. Mais je connais Emmanuel Macron, j'ai travaillé avec lui, donc je vois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le logement social. Je ne vois pas pourquoi il s'attaque comme ça à ces organismes HLM qui investissent. Je ne comprends pas. Il y a des choses, j'aimerais bien lui dire... Pourquoi faire ça? Ayons ensemble un pacte de croissance, un pacte de confiance. Mais cet acharnement sur les collectivités locales au moment où la croissance revient, voilà, non, je pense que c'est pas bien. Comment est-ce que vous vous situez par rapport au gouvernement? Vous êtes dans l'opposition, dans le soutien constructif? Comment on peut qualifier votre position? Je suis membre du Parti Socialiste. Oui. Je préside les élus socialistes en France, donc c'est assez simple. Je regarde ce qui va dans le bon sens, je soutiens ce qui est bien. Par exemple, je me retrouve tout à fait dans la politique européenne portée par Emmanuel Macron. Son engagement européen me va droit au cœur. Je suis un Européen convaincu. Et donc ça me convient, même s'il en fait un peu beaucoup sur la communication. Par exemple, sur les travailleurs détachés, il aurait pu dire c'était commencé par François Rebsamen, ça a été poursuivi par Myriam El Khomri, et moi j'ai obtenu une avancée supplémentaire. On croirait que tout comment... Il ne cite pas assez ses prédécesseurs. Oui, même il le fait en négatif souvent, ce qui n'est pas bien en général, parce qu'on est le produit d'une histoire. Il n'y a pas aujourd'hui un nouveau monde et avant un ancien monde. Et c'est plutôt l'ancien monde de convoquer les maires devant les préfets, par exemple. Donc attention. Voilà, je juge ce qui est bien, je viens de le dire pour la politique internationale.
pour un regain d'optimisme qui est apparu dans ce pays avec son élection. Un changement d'image aussi du pays? Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est bien, mais ça avait déjà eu lieu avant, hein, je considère. Mais c'est bien, ça a apporté un optimisme. Par contre, la politique intérieure, alors elle est injuste. Elle est injuste socialement, elle est injuste fiscalement, et en plus on s'attaque à la décentralisation. Donc ça fait beaucoup de choses. Voilà, je ne comprends pas comment on supprime l'ISF pour 4 milliards, je ne comprends pas comment on donne un chèque de 1,5 million à 100 personnes les plus fortunées de France, et qu'on demande aux retraités de faire un effort de 1,7% sur leurs revenus. Je pense que c'est injuste socialement, fiscalement, et ça ne correspond pas à l'idée que je me faisais d'Emmanuel Macron. Le président, c'est le père Fouettard, il reprend aux pauvres pour donner aux riches. Cette formule, c'est une formule du Parti socialiste qui critique le budget de la sécurité sociale. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ces formules, elles sont exagérées. C'est pourtant un communiqué du Parti socialiste. Oui, mais des communiqués, il y en a plein. Non, moi, je ne me reconnais pas dans ces formules-là. Je ne cherche pas la formule pour dire cela. Ce que je vois, c'est l'inégalité, l'injustice. Je dénonce l'injustice. Quand les choses sont bien faites, quand il y a des bonnes mesures, je les soutiens. Mais j'essaie d'éviter ce genre de formules. En réalité, ce genre de formule, c'est pour que le communiqué soit repris. Et donc, voilà, oui, ça fonctionne, la preuve. On va parler de votre famille politique, de l'état aussi du Parti socialiste. Au premier trimestre 2018, un congrès. On a la date encore ou toujours pas? C'est ce soir qu'elle va être fixée, je crois. Ce soir, on connaîtra la date du congrès. Oui. Plutôt février-mars, je crois. Comment est-ce que vous voyez les choses? Plutôt mars, je crois. Comment le PS peut se relever de cette période difficile? Le PS, il a d'abord à tirer les leçons du passé, à faire un examen exhaustif du bilan de François Hollande et des évolutions de la société. Et donc, à le faire, j'allais dire, sans avoir peur, sans tabou, à dire les choses. Tout ce qui a été bien fait, il y a beaucoup de choses qui ont été bien. La preuve, c'est que si aujourd'hui il y a la croissance qu'il y a, dont je parlais tout à l'heure, en France, c'est pas grâce à Emmanuel Macron. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il ne la casse pas, lui, la croissance, parce qu'il a dit « je serai jugé dans 1 an et demi, 2 ans sur mes résultats ». Très bien, je souhaite que ça marche pour lui, et pour la France surtout. Et donc, mais il faut commencer par faire le bilan, et puis il faut voir comment la social-démocratie a épuisé un peu ses schémas, j'allais dire. Pas seulement en France, d'ailleurs. Pas seulement en France, bien évidemment, au niveau européen aussi. Je pense qu'il faut retrouver un nouvel idéal. Moi, si j'ai une ligne de conduite, un idéal, je pense, qui fait que... C'est pour ça qu'on est socialiste, c'est-à-dire on est des sociodémocrates, on est européens, on est écologistes. Eh bien, ce qui est notre fibre, c'est la justice sociale. Donc, est-ce qu'il est encore possible de défendre la justice sociale dans ce pays? Moi, je crois que oui. Et c'est à partir de cette matrice de la justice sociale, de la justice fiscale, de l'égalité, qui est un grand mot pour les socialistes, qu'on doit à nouveau avancer. Je donnais une bonne mesure, par exemple, qu'a prise Emmanuel Macron. Je suis tout à fait favorable au fait qu'il y ait 12 élèves par classe dans les quartiers difficiles de la politique de la ville. Ça, c'est une bonne mesure. Vous voyez, vaut mieux dire les bonnes mesures. Bah, par contre, pour les maires, ça ne va pas du tout. On dit beaucoup que François Hollande, l'ancien président, consulte, écoute, donne des conseils. Est-ce que vous-même, vous avez été dans son bureau, rue de Rivoli? Oui. Plusieurs fois. Oui, mais moi, je vais parler football avec lui. Donc, vous parlez football avec François Hollande avec lui, alors, qu'est-ce qu'il vous dit sur le football? Il suit l'équipe de Dijon, d'abord, c'est très important. Et puis, on échange sur le football. On parle aussi de politique. Il parle toujours de politique, François Hollande. C'est très bien. On regarde ce que fait l'actuel gouvernement. Voilà, il est critique sur Emmanuel Macron? Pas surtout. Je pense qu'il est un peu comme moi, comme je vous le dis. Il y a des choses qui sont aujourd'hui assez désagréables. C'est surtout cette injustice sociale, cette injustice fiscale. Lui, il doit avoir un petit ressenti qu'il n'exprime pas publiquement. C'est qu'il trouve peut-être un peu injuste le jugement que Emmanuel Macron peut porter sur le quinquennat précédent. Je crois qu'il ne faut pas, moi, parce que les maires n'ont pas cette pratique-là. Vous savez, quand on arrive dans une municipalité, quand on gagne une municipale, quand on arrive dans une ville, on est toujours l'héritier de ceux qui ont précédé. Et je pense qu'Emmanuel Macron devrait en tirer leçon. Alors, il y a aussi une génération un petit peu montante au sein du Parti socialiste, les quadragénaires. On cite régulièrement Carole Delga, Olivier Faure, Boris Vallaud. Est-ce que l'un d'entre eux, par exemple, pourrait être le futur patron du Parti socialiste?
Oui, il y en a encore d'autres. On peut citer Najat Vallaud-Belkacem. Leur tour viendra. Moi, je pense que c'est une chance pour nous. J'ai une douzaine de jeunes, comme ça, jeunes, qui ont l'âge d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas si jeunes que ça, finalement, qui ont une quarantaine d'années, enfin, qui sont la graine de demain, ceux qui vont prendre les responsabilités et tout. Mais je pense que dans cette période particulièrement difficile, où il faut se relever aujourd'hui, où il faut se rassembler, je parle des socialistes, où on a préparé une échéance très importante, qui est l'échéance des élections municipales. Oui. Ça sera la première échéance pour nous, moi qui préside les maires socialistes, c'est quand même un moment particulièrement important, où la survie du Parti socialiste peut se jouer. Parce qu'on a aujourd'hui encore un réseau d'élus locaux qui est formidable, 25 000 élus locaux qui sont là, qui y croient, qui agissent, qui sont appréciés. Donc c'est ça la clé du redressement de demain, avec la justice sociale en bouclier, pour avancer avec eux. Mais il faut, je crois, quelqu'un qui soit capable de faire émerger cette génération, la porter jusqu'au prochain congrès. Pas celui-là, celui d'après. Transmettre le flambeau. Moi, je pense, je peux me tromper, je pense que quelqu'un qui a de l'expérience, expérience ministérielle, par exemple. Oui, expérience ministérielle, une expérience. Moi, je pense qu'Emmanuel Le Foll, Stéphane Le Foll, par exemple, il ferait très bien l'affaire pour faire entourer d'une équipe de jeunes qui prendraient la relève après. Pour 2 ans, moi je vois bien les choses. Vous le poussez à se porter candidat. Oui, alors ça dépend de lui. Le poste de premier secrétaire. Ça dépend de lui, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a une période transitoire de reconstruction, et je pense qu'il ferait bien les choses, à condition de savoir rassembler tous ces jeunes, tous ces talents, parce que Olivier Faure, il est président du groupe, certes petit groupe, oui. Mais enfin, il est président d'un groupe. Il y a Didier Guillaume, qui est important, qui est un président important d'un groupe au Sénat. On a encore des personnalités jeunes. Vous avez cité Boris Vallaud, Mathias Fekkel, Luc Carvounas, Rachid Temal, enfin, il y en a plein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ça notre chance. Vous avez parlé des municipales. Vous êtes maire de Dijon. Oui. Est-ce que vous vous représenterez pour le prochain scrutin? Ah, ça, je verrai. Je n'ai pas encore pris ma décision. Pour le moment, je suis encore en plein dans l'action. J'ai beaucoup de projets que je porte qui vont voir le jour dans les 2 ans qui viennent. La Cité internationale de la gastronomie à Dijon, la ville connectée, la première ville française connectée sur tout son espace public. Voilà, c'est la rénovation totale du musée des Beaux-Arts pour en faire un des plus beaux musées français. C'est des grands projets. Donc, pour le moment, je suis dedans. Et après, on verra. Des projets de long cours. Voilà, est-ce que vous avez déjà une idée? Moi aussi, j'ai toute une équipe jeune à côté de moi qui me succédera, j'en suis sûr. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que devra être la stratégie du PS pour ces municipales? Oui, je pense, je l'ai dit, je pense qu'elle doit s'articuler autour de cette conviction qu'en agissant au niveau local, on agit aussi au niveau national. Par exemple, prenons le réchauffement climatique. Oui. C'est un vrai sujet dont les maires se sont préoccupés, se sont emparés aujourd'hui. Et donc, l'écologie, l'autosuffisance alimentaire, la biodiversité, tous ces sujets, ils sont portés au niveau local, ils sont portés dans les villes. Et finalement, c'est ça qui fait la réussite, je l'espère demain, de la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup François Rebsamen. On accueille maintenant sur notre plateau Merwan Mehadji qui posera vos questions. Bonjour Mathilde, bonjour François Rebsamen. Bonjour Mehadji, bonjour. Alors on a pas mal de questions dans les commentaires, sur le chat du Facebook Live du Figaro. On a des personnes qui vous soutiennent, notamment Daniel qui nous dit tout à fait d'accord avec vous sur la hausse de la CSG pour les retraités. Et parfois quelques tacles. On a notamment Cathy qui nous dit pourquoi les socialistes continuent à accepter les interviews des journalistes car le parti est quasi mort. Oui, il a le droit de le penser, hein. Chacun pense ce qu'il veut. La liberté de penser existe aujourd'hui. J'ai dit, il y a encore, moi je préside les élus socialistes, il y a un réseau formidable d'élus aujourd'hui. On a fait cet été l'université d'été des élus, on fait des cycles de formation pour les élus. Il y a 25 départements qui sont présidés par des élus, il y a beaucoup de grandes villes qui sont présidées par des élus, que ce soit à Lille, à Nantes, à Rennes, à Dijon, etc., et à Metz, etc. Donc voilà, il y a tout un réseau d'élus qui existe, qui est là, et donc le Parti socialiste lui-même, il a à se reconstruire, c'est vrai. Donc il n'est pas mort?
Non, il n'est pas mort. On a Charlotte qui nous dit, croyez-vous à une fronde chez La République En Marche? Donc il y a une centaine de cadres et de militants qui s'apprêteraient à démissionner en même temps pour protester contre la désignation de la nouvelle direction et pour dénoncer des dérives de la majorité. Moi, ce qui me surprend, je ne veux pas porter jugement sur les autres formations politiques, je respecte. Moi, je pense que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, ils sont indispensables à la démocratie. Donc, c'est d'ailleurs bien qu'ils votent dans ces partis-là. Hein. On ne désigne pas comme ça. Je crois c'est mieux de voter, d'apprendre à voter, etc. D'apprendre la démocratie dans les partis. La démocratie n'est pas en marche? C'est le titre de leur tribune. Mais la démocratie sera en marche le jour où ils voteront pour élire leur propre responsable. Faire à main levée, ça me dit. Oui, mais là, c'est le bureau qui vont élire à main levée. Christophe Castaner également. Oui, mais il a déjà été désigné, donc à mon avis, il va être validé. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand on vote à bulletin secret sur les personnes. Et puis on fait un appel à candidature, en général, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que d'ailleurs Christophe Castaner peut rester, selon vous, au gouvernement, au secrétariat d'État aux relations avec le Parlement, tout en étant délégué général du parti présidentiel? Vous me posez une question qui a une colle en même temps parce que je n'ai pas regardé, mais je ne crois pas que les anciens porte-parole ou les anciens secrétaires d'État ou ministres chargés des relations avec le Parlement aient été des responsables politiques d'un parti politique. Je ne le crois pas. Donc c'est lui qui choisira. Non, ce qui me gêne le plus, vous voyez, chez les gens d'En Marche, c'est que d'anciens socialistes aient pu voter la suppression de l'ISF. Ça me choque, oui, ça me choque, parce que quand on a des convictions, eh bien on ne les renie pas comme ça du jour au lendemain, et c'est à cause de gens comme ça qu'on désespère de la politique, parce que les gens se disent, mais alors, ceux qui n'avaient pas vraiment de conviction, puisqu'ils peuvent voter le contraire de ce qu'ils ont dit pendant 15 ans. Donc voilà, moi j'ai toujours pensé qu'il faut taxer les plus fortunés et pas leur donner des chèques, et donc c'est exactement l'inverse qui se fait aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'injustice fiscale. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non. Vous avez encore des contacts justement avec ces socialistes qui sont dans le groupe majoritaire aujourd'hui? Oui, j'en vois quelques-uns. Oui, je vois qu'il y a un certain malaise, mais ça ne me suffit pas pour moi. On a Loïc qui nous pose une question assez longue. Vous avez soutenu une candidate proche de vous contre la députée socialiste sortant dans une des circonscriptions dijonnaises, avec comme conséquence un deuxième tour FN, La République En Marche. Vous avez soutenu Macron dès le premier tour. Vous soutenez Non, je n'ai pas soutenu Macron dès le premier tour. Je continue sa question. Vous soutenez Le Foll qui représente les 5 ans qui ont fait perdre le Parti Socialiste. Pensez-vous vraiment avoir une place dans la refondation du parti? J'ai la place que je prends et je me suis toujours opposé aux frondeurs. J'ai considéré que quand on était élu sur la ligne politique de François Hollande, aller jusqu'à voter la censure, ce n'était pas digne d'un comportement de socialiste. Voilà. Et enfin, une dernière question, c'est Steph Asseb qui nous dit: que pensez-vous des prières de rue à Clichy-sous-Bois? Je pense qu'il faudrait donner un lieu de culte. Je ne connais pas vraiment le sujet, donc j'ai vu qu'il y avait, me dit-on, un lieu de culte, une mosquée, pour parler clair, qui était ouverte, mais qu'elle était trop loin. Je ne sais pas porter jugement, mais de toute façon, on ne doit pas pratiquer le culte dans la rue, aucun culte, pas plus le culte musulman que le culte catholique. Pour autant, il faut qu'il y ait des lieux de culte adaptés pour chaque religion. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup Merwan, merci beaucoup François Wasserman d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur lefigaro.fr.